Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Donald Trump ou Kamala Harris, le compte à rebours a commencé. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Le 5 novembre, les Américains choisissent entre deux visions de l'Amérique. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est encore joué. Les sondages restent serrés. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance pour le camp démocrate ou républicain ? Quel est le poids de la communauté arabo-américaine dans ces élections? Quel impact aurait la victoire de Kamala Harris ou Donald Trump sur les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient et sur la guerre commerciale sino-américaine? On en parle ce soir avec M. Driss El-Aissaoui. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, Monsieur Hicham Mu'tadid, vous êtes expert en stratégie politique. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur El-Aissaoui. Donc, des élections très serrées, les deux candidats au coude à coude. Jusqu'à la dernière heure, on va toujours se poser la question qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, sera ou ressortira victorieux. Quel est le poids de la communauté arabo-américaine aujourd'hui dans ces élections américaines? Je pense que la communauté d'origine arabe qui est américaine, qui est un institut des Arabes américains d'origine arabe, qui est très important. Et ils sont présents à tous les niveaux. C'est vrai que pour ces élections, ils peuvent peser d'un grand poids, que ce soit pour Kamala Harris ou pour Trump. Mais il est certain aussi que les Américains d'origine arabe vont très certainement faire pencher la balance, non pas pour Kamala Harris, parce qu'aujourd'hui, elle est vice-présidente d'un président américain qui n'a pas ménagé ses efforts pour moudre la terre palestinienne, pour donner aux juifs, sionistes, pour casser carrément tout ce qui est arabe, pour casser tout ce qui est Palestine. Et on a vu tout le travail qui a été fait. Et de toutes les manières, nous avons suivi également, il y avait beaucoup d'événements, il y avait beaucoup d'étudiants américains, jeunes, non jeunes, des intellectuels qui se sont rébellés contre cela. Il y a eu une forte mobilisation, effectivement, au niveau des jeunes et notamment du camp démocrate, mais il ne faut pas oublier que Joe Biden a proposé un plan pour essayer, pour la paix. Et il y a eu des appels multiples à la paix qui ne semblent pas avoir été entendus par le gouvernement israélien. Ça reste un discours. Donc, je pense que Kamala Harris ne peut pas espérer avoir le soutien de la communauté d'origine arabe. Je pense que ça va être un tout petit peu compliqué pour eux, d'autant plus que Mme Kamala Harris, qui a commencé très tard sa campagne électorale, devant M. Trump qui était sur ses grands chevaux, et a essayé. Mais le problème, c'est que M. Trump aussi, il a sa manière. Il a une façon de faire qui ne plaît pas à tout le monde, mais ça reste quand même un président américain important et qui a fait des changements importants. Et même dans certains pays comme le Maroc, etc., c'est quelqu'un que nous regardons avec beaucoup d'estime parce qu'il a fait de très bonnes choses pour le Royaume du Maroc. Bon, maintenant, est-ce qu'il va faire des choses positives? Ça, c'est la grande question qui restera posée. On va d'abord attendre de voir qui est le candidat qui sera victorieux. Et puis, rappelons que le Maroc entretient de très bonnes relations, quel que soit le président américain en place. Monsieur Mu'tadid, donc, je vais vous relancer par rapport aux propos de Monsieur El-Aissaoui. Est-ce que vous pensez également que Kamala Harris a perdu la voix des Arabo-américains?
En fait, comme il a mentionné votre invité, le contexte géopolitique au Proche-Orient ne joue pas grandement en faveur en fait des démocrates. Pourquoi? Parce que les positions en fait ou la position du président américain Biden ne joue pas en faveur de la course de Harris vers la Maison Blanche. Comme on le sait très bien en fait. En général et naturellement, l'électorat d'origine arabe qui est américaine est un électorat presque acquis aux démocrates. Mais avec les positions en fait et la géopolitique actuelle au Proche-Orient, les choses changent encore plus dans un contexte où les sondages sont très serrés. C'est vrai que les Arabo-américains en fait ne représentent que 3,5 millions de personnes, ce qui équivaut à peu moins de 1% de la population américaine, mais en fait, leur présence dans l'un des swing states, comme on les appelle à Michigan, peut jouer en faveur de l'un ou de l'autre candidat en fait à la course à la Maison-Blanche. Je pense que aujourd'hui, Trump profite en fait de ces deux dimensions, le fait que les démocrates sont au pouvoir et qui ont manifesté en fait leur appui, leur grand appui en fait en faveur d'Israël. Et aussi le fait que Harris ne s'est pas positionné rapidement sur scène et n'a pas démontré en fait un appui direct et fort en faveur de cette communauté. D'ailleurs, on l'a constaté que dernièrement, en fait, lorsqu'il était au Michigan pour aller chercher un appui de cette communauté, il a été perturbé avec la présence d'un certain nombre de pro-palestiniens lors de son meeting, alors que Trump lui-même l'a invité un représentant de la communauté musulmane sur le stage afin de dire ou de manifester en fait l'appui de cette communauté en faveur des républicains, chose qu'on ne voit pas souvent aux États-Unis. Donc, je pense que tous en fait les facteurs sont réunis en faveur des républicains afin qu'ils puissent avoir un revirement de tendance de leur côté pour qu'ils puissent profiter de la population d'origine arabe aux États-Unis afin qu'ils puissent les appuyer, notamment, et je le répète, dans l'État swing de Michigan, parce que c'est là où il y a une forte présence de cette communauté. C'est là où cette communauté peut avoir un poids significatif d'un point de vue de vote politique aux États-Unis. Effectivement, le Michigan, 15 grands électeurs, 400 000 voix, un État qui pourrait donc être décisif, Monsieur Essaoui, aujourd'hui pour vous. Il pourrait faire pencher la balance, pardon. Oui, enfin, vous savez, c'est extrêmement difficile. On n'est qu'au niveau des estimations et des intentions de vote qui sont annoncées ici et là. Et en fait, quand on regarde, c'est plus des pourcentages. Et généralement, quand vous regardez un peu les intentions de vote pour Kamala Harris ou pour Donald Trump, c'est 1%, moins d'1%, etc. Et ils sont au coude à coude. Et c'est extrêmement difficile. Effectivement, au niveau du Michigan, donc, il y a cette possibilité que les Américains d'origine arabe puissent peser de tout leur poids pour faire balancer la chose. Rappelons qu'en 2016, le Michigan avait voté pour le camp pour Donald Trump. Oui. 2020, c'était le camp démocrate. Donc, absolument. Donc très certainement. Être joué. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui ont déjà voté pour Trump sont prêts à le faire encore une fois. D'autant plus, quoique le personnage, il est très particulier. Parce que quand on regarde un peu comment Trump se comporte, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, quelles sont ses initiatives, qu'est-ce qu'il offre, etc., cela ne correspond pas du tout à la culture politique qui est celle des pays francophones ou des pays, d'un pays comme le Maroc, etc. Ce n'est pas la même logique. C'est une autre logique où Trump la connaît, parce que c'est un businessman, c'est un self-made man, même s'il n'a pas réussi toujours au niveau du business, mais ça reste quand même quelqu'un qui a une présence importante au niveau du terrain américain. Et on ne peut pas lui enlever ça. Ça reste quand même quelqu'un d'important et qui peut très très bien donner un nouveau souffle à la politique
américaine extérieure. Donner un nouveau souffle à la politique extérieure américaine, M. Moued Sadid. Comment aujourd'hui, le 7 octobre, a tout changé pour les électeurs américains? En fait, comme je l'ai dit, en fait, le 7 octobre a eu un impact en fait sur le discours d'abord de la Maison-Blanche en faveur du positionnement américain dans cette région. Et ce positionnement vraiment a un prix au niveau, dans un contexte électoral. Et je pense que le fait que ces élections se passent dans un contexte où le Proche-Orient en fait est en mouvement, cela aura un impact, veut pas que ce soit directement ou indirectement sur le choix du nouveau président américain. Comme on le sait très bien, la majorité en fait de ces Arabo-Américains qui se trouvent aux États-Unis, qui sont prêts à voter dans ces élections présidentielles, sont d'origine de cette région et notamment vraiment du Liban et du Syrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement cette guerre en fait entre le Hamas et les Israéliens qui va peser en fait sur le choix du vote arabo-américain dans ces élections, mais aussi le soutien du président américain d'Israël dans ses interventions au Liban. Et je pense qu'un ensemble en fait de regroupements d'origine arabo-musulmane ont manifesté clairement vis-à-vis en fait de Biden et des démocrates qu'ils sont déçus de la position du président et surtout aussi que même dans l'équipe de Harris, ils se sont en fait ils ont manifesté en fait ce qu'on appelle une certaine position vis-à-vis de la position des démocrates vis-à-vis de cette guerre parce que ça nuit à ce qu'on appelle la construction de la communication stratégique de Harris. D'autant plus que Harris, en fait, c'est une personne qui va aller chercher l'assurance auprès de ses électeurs et aussi d'assurer cet électorat afin d'avoir son vote. Je pense qu'aujourd'hui, tous les facteurs sont en faveur en fait des républicains, malgré aussi, il faut le mentionner, que sous le premier mandat de Trump, il y avait quand même certaines décisions qui n'étaient pas en faveur de cette communauté-là lors du passage de Trump comme président des États-Unis. Mais malgré tout ça, avec ce qu'on appelle une certaine intelligence politique dans l'équipe en fait de Trump et aussi avec ce contexte de la guerre au Proche-Orient, l'équipe Trump a profité de ces deux facteurs pour qu'ils puissent le mettre en avant et aussi pour qu'ils puissent aller chercher le plus d'appui de cette communauté arabo-musulmane des États-Unis. Une communauté donc arabo-musulmane, comme on l'a dit, qui est assez présente dans cet État clé des swing states, qui est le Michigan. Une communauté qui devrait peut-être se pencher plutôt vers le camp républicain, donc Donald Trump. Mais en tout cas, on le saura dans quelques heures. Et c'est une question de temps. On saura donc d'ici là si c'est Kamala Harris ou Donald Trump remportera donc ce swing state et s'il peut réellement, cet État clé, faire pencher la balance au niveau de ces élections américaines. Alors, Monsieur Laïsaoui, nous allons parler de cette politique étrangère qui est importante, la géopolitique et ces élections américaines. Donc, dans l'esprit des Américains aujourd'hui, quelle place occupe la politique étrangère dans le choix décisif du 5 novembre? Disons, les Américains, quand vous les regardez à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur vécu de tous les jours, ils ont très peu de considération pour la politique étrangère, sauf si cette politique étrangère touche la stabilité interne, touche la sécurité du citoyen américain moyen, touche ce qu'il gagne, ce qu'il peut avoir, etc. Là, ça devient un problème et l'électeur américain, il se réveille. Il est là, il est prêt à être présent dans toutes les batailles. Mais si cette problématique est loin de lui, parce qu'en fait, même le département d'État américain, il mobilise l'opinion publique interne à chaque fois qu'ils ont besoin des gens sur des problématiques qui peuvent toucher le citoyen dans ce qu'il a de plus proche, c'est-à-dire dans sa poche,
dans sa sécurité. Alors, finalement, la politique étrangère, elle a très peu d'existence. Mais ne l'oublions pas, les sionistes sont très, très présents au niveau de tous les États américains, que ce soit au niveau politique, culturel, social, à tous les niveaux. Et vous allez le retrouver même quand vous parlez des médias, ils sont présents. Ils ont leur mot à dire et ils le font savoir. C'est ça le plus important. Alors maintenant, est-ce que Kamala Harris va pouvoir faire un grand écart et sortir de la position où elle est aujourd'hui? Parce qu'en fait, Donald Trump a la force de ne pas avoir vécu la guerre qu'il y a aujourd'hui, ni en Ukraine, ni à Gaza. Il a la force d'être à l'extérieur, mais il est aussi quelqu'un qui porte un autre projet, celui de rendre plus grandes les États-Unis d'Amérique, celui de donner plus de force. Alors, est-ce que ça, c'est pour les Arabes et pour si vous voulez, les minorités qui peuvent justement influencer les swing states où les gens vont pouvoir aller de l'avant? Non. Moi, je trouve que c'est véritablement un sujet extrêmement délicat. Nous allons nous en rendre compte parce qu'en fait, ça, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire, disons, demain, le 5 novembre, ce n'est pas la date finale. Il y a encore les grands électeurs, surtout durant le mois de décembre, qui vont encore une fois voter. Ils vont déterminer à ce moment-là qui c'est qui va avoir, disons, un état d'avancement sur les autres. Donc, nous devons attendre. Il est certain que le vote du 5 novembre est important parce qu'il clarifie la situation. Mais le plus et la finalité, au final, il faut attendre les grands électeurs, qu'est-ce qu'ils vont décider. Et ça, c'est le mois de décembre 2024 qui sera très déterminant pour les deux candidats. La politique étrangère qui ne serait donc pas peut-être la priorité des Américains lors de ces élections américaines. Monsieur Mouatiadid, comment l'embrasement régional aujourd'hui au Moyen-Orient risque d'impacter ces élections? En fait, tout simplement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les républicains et les démocrates mènent en fait la gestion des dossiers à l'international d'une manière différente ou en se basant au moins sur deux approches différentes. En fait, les démocrates, ils étaient toujours présents et ils ont toujours réservé une place stratégique importante dans leur politique au dossier international en se basant sur cette vision, cette approche de les États-Unis comme leader en fait sur la scène internationale. Alors que les républicains, quant à eux, ils étaient toujours en fait inspirés de l'approche que c'est une nation indispensable. Donc, la manière dont ils gèrent les dossiers à l'international sont différentes. Les démocrates comme des leaders, alors que les républicains comme une nation indispensable. Maintenant, avec Trump, c'est différent. Trump, en fait, il s'est dissocié, ça ne serait que un peu de cette vision des républicains de la nation indispensable vers une certaine personnalisation de la gestion de l'État à l'international, en se retirant d'un certain nombre de dossiers et même en réduisant, en fait, la part des États-Unis comme contribuable en fait important dans un certain nombre des ONG et des organisations gouvernementales internationales, mais aussi même en fait de prendre position dans un certain nombre de dossiers et de guerres. Là, par exemple, dans le cas du Proche-Orient, en fait, on le sait très bien que Trump va essayer d'aller mettre de la pression sur l'État d'Israël afin de diminuer en fait l'intensité de la guerre pour qu'il puisse donner un peu plus de souffle à ces accords d'Abraham dont jouit en fait les républicains comme une grande réalisation sur la scène internationale. Et je pense que l'arrivée en fait de Trump à la tête ou au bureau présidentiel ou à la Maison Blanche va mettre encore plus de la pression sur Netanyahou pour qu'il puisse en fait apaiser cette guerre au Proche-Orient afin d'offrir cette possibilité aux républicains de
faire renaître en fait leur projet des accords d'Abraham. Il y a aussi en fait ce lien en fait entre le président américain et même en fait un certain nombre de leaders israéliens au Proche-Orient. À travers ce lien, ils vont essayer vraiment de trouver une nouvelle stratégie afin de garantir une sortie pour l'armée israélienne en fait dans cette guerre qui ne cesse pas d'agrandir. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit aussi de Trump, en se basant sur cette personnalisation dans la gestion des affaires de l'État américain, il donne beaucoup plus d'importance à tout ce qui est interne. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a tout cet appui en fait de la part des Américains, ou au moins pourquoi il est revenu en force, parce qu'avec tous ces problèmes économiques que les Américains ont vécu depuis le Covid, etc., et avec l'inflation, on a assisté à une dégradation économique, alors que Trump, lui, a démontré pendant son mandat comment il a pu vraiment performer l'économie américaine sous son premier mandat présidentiel. Donald Trump qui avait un bilan positif, mais Joe Biden également ressort avec un bilan économique plus ou moins positif malgré l'inflation qu'il y a eu et le pouvoir d'achat effectivement qui a été touché, qui est aujourd'hui l'une des priorités de cette campagne et des Américains. Mais rappelons-le que les deux bilans restent positifs des deux présidents en tout cas. Monsieur Aissaoui, si on devait parler d'une autre guerre maintenant, celle de la Russie et de l'Ukraine, quelle serait la position des deux candidats? Et puis rappelons que Donald Trump pense pouvoir venir à bout de cette guerre s'il était réélu. La force probablement de M. Donald Trump, c'est de pouvoir discuter directement avec les Russes. Ce que Kamala Harris ni le président Biden n'ont pas fait. Aujourd'hui, si jamais il y a un leader américain qui va pouvoir discuter avec les Russes, ça va très certainement aider à trouver un chemin d'apaisement au niveau de cette guerre qui est grave, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et personne ne peut prédire demain comment les choses seront faites. Si Kamala Harris a le courage demain de changer de politique, de balancer vers une autre approche en ce qui concerne la Russie, il faut lui tirer le chapeau. C'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose qui n'est pas du tout attendu de son côté. Si elle le fait, c'est tant mieux. D'autant plus que Donald Trump aujourd'hui ne rate aucune occasion pour tirer dans les pattes de Kamala Harris et de Biden. C'est quelqu'un qui leur dit que ce sont des gens qui ne sont pas habilités à jouer le rôle qui est le leur. Et il le dit et il le démontre au niveau de toutes ces sorties. Et à aucun moment, on a trouvé un langage conciliant vis-à-vis des uns ou des autres. Donc Trump, il est incisif, il est direct et il dit les choses telles qu'il les ressent lui. Et c'est très subjectif comme approche. Maintenant, est-ce que ça va réussir avec les Russes? La question restera toujours posée. L'avenir nous le dira en fonction de la victoire de chacun des deux candidats. Il nous reste 2 minutes, donc 1 minute chacun pour vous, messieurs, pour parler également des enjeux avec la Chine. Donc, si c'est Donald Trump ou Kamala Harris, quels seraient les scénarios par rapport à tous ces conflits aujourd'hui géopolitiques qu'on a déjà abordés, le Moyen-Orient, la guerre en Russie, mais également les tensions commerciales avec la Chine? Et je commence avec vous, Monsieur Moed. En fait, on connaît tous et toute la vision de Trump vis-à-vis de la Chine, surtout d'un point de vue économique et surtout en mettant en avant en fait cette vision protectionniste de l'économie. Il veut instaurer pas mal en fait de taxes et aussi limiter les importations des Américains des produits chinois. Et aussi, il y a ce dossier de Taïwan aussi, qui est un dossier très sensible et un dossier en fait très stratégique dans les relations entre Washington et Pékin. Je pense que là, il faut faire la différence entre le discours électoral et aussi la gestion des affaires d'État une fois à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'on peut en fait produire un certain nombre de discours
pour des fins de consommation électorale, mais une fois à la Maison-Blanche, il y a ce qu'on appelle realpolitik ou ce qu'on appelle la raison d'État qui prime dans la construction de la décision d'État. Et malgré en fait l'orientation de Trump dans un certain nombre de dossiers, une fois à la Maison-Blanche, c'est beaucoup plus en fait le calcul rationnel de la politique qui l'emportera sur le discours qui a été construit ou élaboré à des fins de consommation électorale. Merci à vous, Monsieur Moatiadi. Très rapidement, Monsieur Essaoui. Très rapidement, je vais vous dire deux mots. C'est que M. Trump, quand il était au pouvoir, a démontré qu'il était capable de parler à la Chine, de parler à la Corée du Nord et d'aboutir à des choses, même si elles ne sont pas finalisées. Mais il a dit ça. Est-ce que Kamala Harris a ce pouvoir-là? La question restera posée. Nous espérons que les deux vont pouvoir réussir à être eux-mêmes et à faire sortir l'humanité de tout cet imbroglio qui ne finit pas de se dérouler. Merci à vous, Monsieur Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous également, Monsieur Hicham Moatiadi. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, messieurs, pour parler de ce sujet important. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne soirée.